Alors, on se remet sur Imagina, la petite appli. Et puis, moi, je vais vous poser des questions. On va voir si vous avez suivi ce matin. Et surtout, on va vous demander votre opinion. Alors, on va démarrer sur cette première question. Et vous, à titre personnel, vous êtes RTO ou WFH? Grosso modo, je suis 100% au bureau, je suis 2 jours à la maison, 3 au bureau, je suis en total remote, je suis favorable à la semaine de 4 jours. Les gars de Business Immo qui répondent 4, j'ai les noms, je maîtrise tout, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai oublié de préciser que vous n'avez droit qu'à une réponse. Ce qui peut être facilitant sur cette question. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Ouais, ils me font plein de signes. Allez. Deuxième question. Et vous, si vous étiez investisseur, mais que vous placiez votre argent, pas l'argent de vos clients, pas l'argent de vos actionnaires, pas l'argent de votre belle-mère, mais votre client. Est-ce que vous achetez du bureau, oui ou non? Alors, pour ceux qui répondent non, normalement, c'est la fin du quiz. Alors, on peut tricher un peu, vous pouvez répondre non, et puis ensuite, vous pouvez répondre aux autres questions. Est-ce qu'on est bon? Ouais, super. Allez, troisième question. Si j'achète du bureau, j'achète du corps, pour éviter les risques, j'achète du value-add, car je crois dans mon potentiel de création de valeur, j'achète des immeubles obsolètes, parce que j'ai besoin de foncier, ou besoin de les reconvertir. On est bon? Allez, let's go. Là, c'est la session où je me fais des ennemis. Je vais assumer, c'est pépite ou pipeau. Grosso modo, pépite, j'achète l'immeuble, j'y crois. J'achète le scénario. Pipeau, je le laisse à mon voisin. On verra bien. On a essayé de prendre des immeubles qui symbolisent un petit peu le marché. Cœur Défense, c'est le symbole des grands ensembles tertiaires du quartier d'affaires de la Défense. C'est 180 mètres de hauteur, c'est un IGH, 39 étages, 182 000 mètres carrés de bureaux signés Jean-Paul Viguier. C'est l'ancien siège Esso qui a été racheté en 1998 par un pool d'investisseurs emmené par Unibail qui a payé le foncier 1 milliard de francs. J'ai bien dit francs. Auprès d'un consortium de promoteurs qui l'avait acheté en 1992, 3 milliards. Comme quoi, plus cher on me dit, mais moi j'ai revu la presse, j'ai toutes les bonnes infos. En 2004, Unibail vend 51% de Cœur Défense à Goldman Sachs sur la base d'une valorisation de 1,34 milliard d'euros. On n'est plus en francs. En 2007, un fonds emmené par Lehman Brothers achète l'ensemble pour 2,11 milliards d'euros. En 2008, lancement d'une procédure de sauvegarde, l'actionnaire principal Lehman Brothers ayant fait défaut sur le financement. En 2014, Lone Star rachète cet immeuble 1,3 milliard d'euros. En 2017, Amundi Crédit Agricole Assurance Primonial achète Cœur Défense pour 1,8 milliard d'euros. Pépite ou pipeau? Vous aurez les résultats après. Deuxième immeuble, le Lumière. Le Lumière, c'est le plus grand immeuble tertiaire de Paris intramuros. C'est un ancien mart agroalimentaire lancé en 1993 par Bercy Expo. L'immeuble a été conçu par l'architecte Henri Lafontaine. Il propose 92 000 m² de surface d'exposition à l'époque et 50 000 m² de bureaux. L'opération est portée par Zeus, ce n'est pas le maître de l'univers, mais un acronyme qui veut dire Zone d'évolution urbaine de la Seine. Un peu moins un glamour. Le consortium réunit notamment Suez, tiens, il y a peut-être un rapport avec Zeus, Crédit Foncier, Crédit National et même un investisseur texan à l'époque, Tramelcro. Le budget est estimé entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs. En 1999, Morgan Stanley acquiert Zeus, qui porte Bercy Expo, pour 1,6 milliard de francs, c'est 240 millions d'euros. L'immeuble était devenu du bureau, il avait notamment 135 000 m² de bureau, il avait notamment accueilli le Crédit Lyonnais, dont le siège social avait malheureusement brûlé dans le 2e arrondissement. Bref. En 2002, en 1999, Morgan Stanley acquiert... oui, ça je l'ai dit, pardon, excusez-moi. En 2002, Blackstone acquiert l'ensemble pour 390 millions d'euros et le rebaptise le Lumière. En 2006,
Tishman le signe pour 670 millions d'euros. En 2019, Primonial et Samsung l'achètent 1,2 milliard d'euros. Pépite ou pipeau? Troisième immeuble. Vendôme Saint-Honoré. C'est l'archétype de l'immeuble haussmannien du QCA parisien, même si on n'est pas tout à fait dans le triangle d'or. En 1999, Amerson, en JV avec AXA Real Estate, restructure l'ancien siège d'UAP à l'angle de la place Vendôme et de la rue Saint-Honoré, 23 000 m² de bureaux, 5 000 m² de commerce. On est place Vendôme, donc vous voyez le commerce. Un projet à l'époque à 230 millions d'euros. En 2005, un cabinet d'avocats, Clifford Chance, prend 13 000 m² dans cette opération, moyennant un loyer de 698 euros du mètre carré. En 2007, un investisseur irlandais, Sloane Capital, achète cet immeuble pour la somme pharaonique de 616 millions d'euros à l'époque. En 2016, Norges Bank, le fonds souverain norvégien, le rachète pour 1 milliard. Pépite ou pipeau? Quatrième immeuble. Zut, ça marche plus mon truc. Je vous avais dit, je ne sais pas m'en servir. River West. River West, c'est le symbole des grands campus de périphérie. On est à Beson. En 2007, Achéro lance la construction de cet ensemble de 63 000 m² de bureaux, signé de SOM et SRA. En 2010, Atos, qui était pressenti sur Evergreen à Montrouge, mais qui s'est fait coiffer sur le poteau par le Crédit Agricole, se replie sur River West et prend 45 000 m² de bureaux, 12 en ferme. En 2011, un club deal regroupant CDC, la Caisse des dépôts, Prédica, Crédit Agricole Assurance et Score signe cet immeuble qu'il revend en 2019 à LRC pour 343 millions d'euros. En 2024, LRC fait défaut sur un prêt titrisé de 196 millions d'euros. Un rapport estime la valeur de cet actif entre 66 millions d'euros s'il est vide et 175. Un autre rapport d'experts parlait d'une valeur de 307 millions d'euros. Le problème, pas forcément River West, le problème est peut-être le locataire. Atos, en 2010, est coté à 27 euros par action. En 2017, l'action monte à 100 euros. Et ce matin, je vais vous dire, parce que moi, comme un bon bouffon, j'ai acheté Atos. Eh bien, écoutez, je fais plus 1,33, je suis content. 1,94 €. Pépite ou pipeau? Dernier immeuble, le Spalis. Ah, commencez pas, hein. Déjà, je me suis fait engueuler. Le symbole d'un actif distress. En 2007, Bouygues Immobilier vend cet immeuble en VFA de 37 000 m² de bureaux à l'espagnol Naropa. En 2014, un Américain, Meadows Partners, rachète l'ensemble pour un prix inconnu. Je ne l'ai pas trouvé, y compris dans les bases de Costard. En 2016, un fonds de BNP Paribas REM acquiert l'ensemble pour un montant compris entre 180 et 200 millions d'euros. En 2024, Agile, qui est l'agence de gestion de l'immobilier de l'État, ils ont un talent pour les acronymes, j'adore, achète l'ensemble pour un prix estimé, selon nos informations, de 38,5 millions d'euros. Pépite ou pipeau? Je vous laisse répondre. Allez, avant-dernière question, on va voir si vous avez écouté la table ronde. Astrid vous a présenté 5 scénarios et vous a dit lequel est préféré. Eh bien, moi, je voudrais savoir lequel vous achetez. Vous n'avez droit qu'à une seule réponse et ne me sortez pas la 6e, le truc, ou un petit bout du 3 avec le 4. Ou, là, vous n'avez pas le choix. Est-ce qu'on est bon? Allez, silence ou acceptation. Dernière question. Bon, j'achète pas du tout d'immobilier, je pars en courant, je place toutes mes économies chez Nvidia ou dans le Bitcoin. Oui, non. Si je vous dis que Nvidia est passé de 4,5 $ à 795 $ en 10 ans, et qu'à 200 $, j'ai estimé que c'était trop cher, mais je suis vraiment une... Bref. Hein? Non, mais il faut rester dans... Je suis journaliste, moi, en fait, je suis pas investisseur. Sinon, le Bitcoin est passé de 20 000 à 60 000 $. Ça, mon fils, il l'a vu. Et pour l'instant, ça marche bien. Bien,
N'oubliez jamais la formule, les performances du passé ne préjugent pas des performances du futur. Et donc, si vous avez des bons placements, je vous invite à m'en parler directement, ça me ferait plaisir. Autour d'un café auquel vous êtes bien évidemment conviés. Et puis, je vous demande de rester parce qu'après, on va faire les résultats. Merci beaucoup. Allez, on repart. On a pris une petite demi-heure parisienne plutôt qu'un gros quart d'heure. Donc, on va essayer de rattraper le temps. Je ne sais pas comment on va faire. Mais on va démarrer peut-être avec notre première session. Je vous ai posé des petites questions anodines et innocentes. On va voir ce que vous avez répondu. Et pour commenter ces résultats, je vais demander à mon invité de bien vouloir me rejoindre. Et vous allez voir que mon invité est un invité. Christian. Ce n'est pas Stéphanie Galliègue qui est là. Elle a eu un petit pépin de santé, rien de grave, enfin j'espère. Rien de grave. Bon, Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF, qui va nous accompagner sur les résultats du petit survey que je vous avais posé. Voilà, vous avez normalement les questions qui s'affichent. La première, on va voir les réponses. Je ne sais plus ce que je dois faire, si je dois appuyer ou si elles arrivent. Ok, il suffit que je me retourne en fait. Bon, 50% 2 jours à la maison, 3 au bureau. 100% au bureau? Non, il y a plus d'un quart qui est 100% au bureau. Vous êtes dans l'immobilier ou quoi? J'en fais partie. J'en fais partie. Ah ben, ça bouge encore, mais on peut encore voter. Non, arrêtez de voter, stop. Bon, deuxième question qu'on avait posée. On va commenter juste après. Donc on voit bien que le télétravail est encore très présent. Le télétravail est présent, effectivement. Est-ce que vous achetez du bureau, oui ou non? Regardons la réponse. Ah ouais, il y en a quand même 45% qui n'achètent pas. Hein. Moi, je pensais qu'il y avait 90% qui allaient acheter du bureau et qu'il y avait 10% d'insoumis. Mais non, il y en a plus. Troisième question qu'on avait posée, si j'achète du bureau, donc là c'est pour les 54, je préfère acheter quoi? Core, value-add ou opportuniste, obsolète? Réponse, du value-add. Ah ça c'est intéressant, ça j'aimerais bien que tu puisses me le commenter après, et ça corrobore un petit peu la slide de Mark Stansfield. Exactement. Qui montrait que un quart des investissements totaux se fléchaient sur du bureau value-add. Ensuite, on avait posé comme question, les pépites ou pipeaux. Alors, c'est là où normalement je m'éclipse. Voyons la réponse. Pipeaux pour les 2 tiers. Bon, vous n'auriez pas acheté 1,8 milliard, grosso modo. Bon, ok. Allez, deuxième, le lumière. Là, ça c'est une pépite, ça, non? Ah non. Pipeaux. 56. Pour l'instant, les pipeaux gagnent. Hein. Zut. Troisième. Ah, si vous dites pipeau, là, il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, pépite. Ok. Du corps, du trophy asset même. Hein. River West. Si vous n'avez pas acheté d'Atos, achetez l'immeuble au moins, non? Pépite ou pipeau? Ouf! J'espère qu'il n'y a personne d'Achéro. Parce que s'il y a quelqu'un d'Achéro, on n'est pas bien. Le dernier, je n'ose même pas regarder la réponse, le dernier. Quoique. Intéressant. Pépite pour 38%. Pépite à 38 millions, quoi. Ok. Allez. Et ensuite, le scénario de l'ORIE qui a votre préférence. Statu quo, utile, frugal, intensité urbaine, art de vivre. Ouais, l'art de vivre. Eh oui. Ouais. Eh oui. Ce qui est bien, c'est que personne n'a osé cliquer sur statu quo qui, quand même, risque d'être le scénario le plus plausible. Ça, c'est mon opinion. Ah, je suis pas d'accord, moi. Eh ben voilà, au moins. Bon, et puis, est-ce que vous avez fait la même bêtise que moi? Est-ce que vous avez oublié d'acheter Nvidia ou du Bitcoin? Ah. Bon, vous croyez encore dans l'immobilier.
Bon, magnifique. Merci beaucoup. Christian, première réaction à chaud sur ces résultats, ce qui te surprend, ce qui ne te surprend pas? Globalement, je ne suis pas très surpris. Je dirais, si la chose qui me surprend, c'est la part du value add qui est très élevée, mais on y reviendra. Je pensais que le corps serait un petit peu plus élevé que ça. Et en tout cas, je suis pas surpris du tout par le fait que les professionnels de l'immobilier ont encore envie d'acheter de l'immobilier. La question, c'est où, à quel endroit et pourquoi faire. Bon, justement, aujourd'hui, ta lecture du marché de bureau, à l'aune de tout ce qu'on a entendu, et puis surtout des études que produit l'IEIF et de sa lecture du marché. Juste quelques éléments que je voulais partager avec vous, qui vont faire écho à différentes choses qui ont été dites, notamment par Costard, lors de la table ronde, etc. Ce qui nous frappe comme évolution structurelle aujourd'hui dans le marché du bureau, c'est trois choses. Première chose, évidemment, c'est l'impact du télétravail. Alors l'impact du télétravail, on sait très bien que c'est un balancier, on sait très bien que c'est en train de revenir doucement vers un peu moins de télétravail que ce qui est parti après le Covid. On avait estimé à 15% en moins de demandes placées sur 10 ans pour l'impact du télétravail. Ça fait quand même 360 000 mètres carrés de demandes placées en moins pendant 10 ans, ce qui n'est pas neutre du tout. Imaginons qu'on revienne à un jour, ça fait 280 000. C'est encore assez significatif. Donc, premier impact. Deuxième impact, le fait que, effectivement, l'empreinte immobilière des bureaux, elle a significativement diminué de la part des entreprises. Pour vous donner juste un chiffre, on est passé de 1 million de mètres carrés d'absorption nette, c'est-à-dire le solde entre ce que les entreprises prennent et ce qu'elles libèrent, 1 million de mètres carrés en 2000 à 250 000 en 2022. Donc on a divisé par 4 l'empreinte immobilière des entreprises. Et puis le troisième point, si tu peux juste passer la slide. Ouais, je peux. C'est l'impact... Elle va venir, voilà. C'est l'impact du ralentissement de la croissance de la population active. Et un des intervenants de Costard en a parlé, et je crois que c'est quelque chose... Ça, c'est une tendance très longue, très lourde, qui nous semble absolument essentiel à prendre en compte. Regardez, on a mis en parallèle la croissance, le pourcentage de croissance des emplois de bureau en Île-de-France, c'est la courbe marron. Je me décale. Et la croissance du parc de bureaux, en pourcentage également, c'est la courbe verte. En gros, on a créé 23 mètres carrés d'emploi pour chaque 23 mètres carrés pour chaque nouvel emploi de bureau pendant la décennie 2000. Et malheureusement, on a eu un ralentissement très net de la création d'emplois de bureau depuis 2010, alors qu'on a continué à créer du bureau, et l'inflexion s'est faite plus tard. On a donc créé en moyenne entre 2008 et 2019 44 mètres carrés de bureau par nouvel emploi de bureau. Donc, on voit bien que même s'il n'y avait pas eu le télétravail comme accélérateur, on avait déjà une suroffre qui était en train de se créer. Et je pense que ça, c'est un point essentiel à avoir en tête. La croissance de la population active va continuer à diminuer et le scénario central de l'INSEE prévoit une décroissance de la population active à compter de 2040. Donc tout ça pour dire quoi? On est à un optimum de tertiarisation en Île-de-France. On a accompagné la croissance de la tertiarisation depuis les années 50 et on est probablement au pic. Donc je rejoins évidemment, mais avec des chiffres et d'une autre manière, le constat qu'a fait Astrid, qu'ont fait plusieurs des intervenants tout à l'heure. On est à un maximum aujourd'hui de bureaux et il va y avoir moins besoin de bureaux à l'avenir. Dans ce contexte, quelle va être l'allocation des investisseurs au bureau? On a souvent l'impression que, enfin pas l'impression, même les données qui disent que la moitié du patrimoine des investisseurs institutionnels en immobilier, c'est du bureau, classe d'actifs assez profonde, où on peut déployer beaucoup de capitaux. Est-ce que cette allocation pour l'immobilier de bureau, est-ce qu'ils, grosso modo, ils vont fuir cette catégorie d'actifs au profit d'autres? Alors, les résultats du survey, c'est qu'ils ne fuient pas. Hein. Non. Mais je ne pense pas qu'ils vont fuir. Aujourd'hui, les données, c'est 54% du portefeuille des investisseurs institutionnels qui est constitué de bureaux.
On est le pays en Europe où il y a le plus de bureaux dans le patrimoine des investisseurs institutionnels. Si on prend la moyenne européenne, on est à 40%. Et si on regarde aux États-Unis, on est à 25% de bureaux. Et quand on regarde les volumes d'investissement au bureau, avant le Covid, on était entre 65 et 70% chaque année d'investissement au bureau. En 2022, 49%. En 2023, alors certes sur des volumes très réduits, on était à 44%. Premier trimestre 2024, 42%. Moi, je pense, et on est passé en Île-de-France de 16 milliards investis en 2020 à 5 milliards en 2023. Alors certes, avec beaucoup moins d'appétit pour l'immobilier. Moi, je pense que l'intérêt, il va être maintenu, mais avec une beaucoup plus grande sélectivité. On a toujours besoin de bureaux, mais moins de bureaux. Donc, je pense que les investisseurs continueront à acheter du bureau, mais par contre, ils vont en acheter moins. Et très probablement, j'imagine une décroissance vers 40% à peu près de la part des bureaux au sein des patrimoines institutionnels. Et ensuite, d'ici 10 ans. Dans les stratégies, qu'est-ce qu'ils vont privilégier? Du core, du value-add. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'appétit pour le value-add, et on a vu aussi dans les données de Mark Stansfield le fait que énormément d'investissements étaient fléchés vers des bureaux value-add pour les rendre 5-star building, fly to quality. Est-ce qu'on a le même phénomène qui va arriver en France ou qui est déjà en place? Alors, c'est pas si simple d'acheter du value-add en France, pour l'instant en tout cas. En tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup. Du core, juste deux éléments. Je pense qu'il y a la place pour toutes les stratégies. Il va y avoir du core, il va y avoir du value-add. Le core, juste un élément. Aujourd'hui, les brokers nous disent qu'on est entre 4,25 et 4,5% de taux de rendement pour le prime. Les calculs qu'on a réalisés à l'IEIF, notamment Béatrice Gage et Pierre Scheffler, nous montrent qu'on a probablement fait l'essentiel du chemin, la totalité du chemin ou la quasi-totalité du chemin en termes de repricing. Par contre, ce n'est pas vrai du tout encore sur les actifs secondaires ou les actifs obsolètes. Et c'est là-dessus qu'on peut faire des stratégies de value-add. Donc moi je pense qu'il va y avoir du value-add pour du repositionnement d'actifs, de la restructuration, du changement d'usage, mais la fenêtre d'opportunité elle est assez courte compte tenu à la fois des volumes de fonds qui ont été levés pour investir et du TRI qui a été promis. En termes de performance, le bureau, si on le compare à d'autres actifs immobiliers, on dit toujours qu'il faut une certaine prime de risque. On l'a comparé volontiers à l'OAT 10 ans. Donc c'était confortable quand l'OAT 10 ans était négative. C'est un petit peu plus challenging aujourd'hui. Mais si je compare le bureau par rapport aux autres catégories d'actifs immobiliers, c'est quoi la performance qu'on doit attendre de l'immobilier de bureau? Alors, je ne sais pas si j'ai envie de dire un chiffre, mais on va dire entre 5 et 8%. Et là, je ne suis pas sur du value-add où on peut aller plus haut. Mais j'ai juste envie de faire un commentaire là-dessus. Au cours des 30 dernières années, ayons tous en tête que les taux long terme ont baissé de 10% à 0. Ce qui est énorme comme compression, et évidemment les taux de capitalisation ont suivi à la baisse. Ça veut dire que près de 80% de la performance de l'immobilier, de manière générale, et de l'immobilier de bureau notamment, est venue du rendement en capital. Cette période, elle est quasiment terminée, parce que la compression des taux à venir, ce sera quoi? 50 points de base? 100 points de base? C'est pas rien, mais c'est pas énorme. Donc ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire que l'essentiel de la performance viendra désormais du rendement locatif et de l'optimisation du rendement locatif, donc de l'hypersélectivité dans la localisation, de la proximité au transport en commun évidemment, de l'impact de l'indexation, dans une période où nous pensons que l'inflation sera durable, de l'optimisation de l'occupation, on en a parlé tout à l'heure, et puis des revenus complémentaires qui seront liés aux services, à l'exploitation, etc. Donc il y a du boulot pour les asset managers là. Donc il y a du boulot pour les asset managers et il y a du boulot pour les property managers. Oui. Donc je pense qu'on les a largement, laissés de côté, mais il y a largement maintenant de quoi faire. Dernière question, l'avenir de cette
classe d'actifs, toujours côté investisseur. Est-ce que la liquidité est menacée, ce qui était l'une des grandes forces de l'immobilier de bureau? Est-ce que aussi la polarisation du marché, telle qu'on l'a vu, cette dichotomie entre l'hypercentre et la périphérie, rend beaucoup plus difficile l'analyse de ce marché? Alors, 3 commentaires pour répondre à ta question. À court terme, la liquidité est compliquée. Je ne vous apprends rien. La liquidité, elle est plutôt sur des actifs jusqu'à 50 millions de taille unitaire. Au-dessus, c'est compliqué. Ça commence à revenir, mais c'est compliqué. Ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup moins de capitaux qui, pour l'instant, vont sur l'immobilier. À moyen terme, la liquidité, elle dépendra des localisations. Et puis, si on se dit que, effectivement, l'allocation globale en bureau passera petit à petit dans les 10 ans à venir de 54 à 40%, il va bien falloir aussi investir ailleurs, dans d'autres classes d'actifs. Mais quand on regarde ce que privilégient aujourd'hui les investisseurs institutionnels, ils répondent logistique, hôtellerie, actifs de santé, data center, un peu de commerce. Mais quand on regarde les différences de taille de marché, c'est des marchés qui sont beaucoup plus petits. Et donc je pense qu'il continuera d'y avoir du bureau de manière significative, mais en baisse par rapport à ce qu'on a fait en France, notamment depuis un certain temps. Et puis deuxième chose, la grande classe d'actifs qui est profonde, c'est le résidentiel. Alors, il faut y aller. Comment ? Il faut y aller. Alors je pense qu'il faut y aller. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent qu'ils regardent. Après, il faut se convertir au fait que le résidentiel, c'est pas du rendement locatif, enfin c'est peu de rendement locatif, et c'est du rendement en capital. D'accord. C'est un autre moteur de performance. Merci beaucoup, Christian. On peut l'applaudir. Merci pour cette lecture du marché. On va refaire un petit peu de scénographie parce qu'on va arriver sur Big Divan et l'interview de Christophe Courtin et les patrons. Interview les patrons, donc ça ne sera pas moi, ça sera Sandra Roumi, General Manager de Costar France. Merci.